C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Cotonou abrite depuis ce 12 mars 2019 une réunion consultative sur l'appropriation et la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre également dans cette édition le verdict de la Cour constitutionnelle à propos des recours PRD, USL et Moël Bénin contre la Sénat. La dépouille mortelle du roi du Tchenk système est désormais à Cotonou et est déposée dans une morgue de la place. En attendant l'inhumation, elle a été accueillie ce mardi 12 mars à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou en présence de plusieurs acteurs culturels. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour constitutionnelle a débouté les partis politiques PRD, USL et Moël Bénin suite au recours contre la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'était au cours d'une audience publique dans la nuit de ce mardi 12 mars. Les sages de la Cour constitutionnelle ont donné raison à la Sénat. Seuls les blocs Union progressiste et Bloc républicain pourront participer aux élections législatives. Suivons ici un extrait de la décision lue par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Tchokbenou. Vu les articles 26 de la Constitution, 44, 47, 241 alinéa 3 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sur la demande d'annulation des récépissés définitifs délivrés à l'Union progressiste et au Bloc républicain. Considérant que si l'article 47 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral autorise un recours devant la Cour constitutionnelle en cas de rejet d'une candidature, il résulte de cette disposition que ce recours doit porter sur les motifs de rejet de la candidature. Qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le PRD ne traduisent pas une mauvaise application de la loi à son égard, mais constituent un catalogue d'allégations au sujet de la manière dont la Sénat a procédé à l'examen de recevabilité et de conformité des déclarations de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Considérant par ailleurs que non seulement ces allégations ne sont étayées par aucune preuve et ne permettent en conséquence pas de conclure à un traitement qui rompt le droit à l'égalité protégé par l'article 26 de la Constitution, que le principe de la liberté de la preuve s'entend des preuves légales et licites, qu'en l'absence des preuves réunissant les conditions de légalité et de licéité, le grief exposé ne saurait prospérer, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction, qu'il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste de l'article 41 alinéa 3 sanctionné par application de l'article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet de chacune des listes. Qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les textes visés. Décide, il n'y a pas violation de l'article 26 de la Constitution. Article 2, la décision numéro 022 Sénat, PT, VP du 5 mars 2019 et les récépissés définitifs numéro 0124 Sénat en date du 5 mars 2019 et numéro 0125 Sénat en date du 5 mars 2019 ne sont pas contraires au code électoral. Suite à cette décision de la Cour constitutionnelle, notre équipe de reportage a recueilli les impressions de certains représentants de partis politiques. On les écoute. Le simple fait de faire le constat du non sur plusieurs listes vaut élimination de toutes les listes concernées. Donc je souhaite que les députés puissent très rapidement revoir cette loi-là pour que on ne soit pas dans une situation de blocage pour les fois à venir. Parce que les Béninois ont suivi, les partis politiques mal intentionnés ont suivi et les prochaines fois on risque d'avoir un parti politique qui sait que tel parti doit mettre telle personne, tel autre doit mettre telle autre personne et puis va s'arranger pour aligner ces personnes-là sur sa liste pour pouvoir invalider toute une élection et bloquer le pays. Moi, je ne souhaite pas ça pour notre pays. Nous sommes satisfaits parce que le recours du PRD vise
la disqualification de l'Union progressiste. Et je pense que la Cour n'a pas suivi le PRD sur cette voie de droit. Nous avons reçu notre récépissé provisoire, nous avons reçu le récépissé définitif. Cela fait 8 mois que nous travaillons autour de ce parti. Nous avons veillé à ce que nos dossiers ne souffrent de rien. La Cour vient de nous donner raison. Le recours du PRD directement ne nous concerne pas. Nous avons reçu un récépissé définitif qui montre que nous sommes à jour. Ce recours du PRD, on pourrait dire que c'est un recours du PRD contre la Sénat. Mais l'heure n'est pas à ça. Nous sommes dans les discussions. Ce n'est pas pour nous le moment de polémiquer. Je vous ai dit, il appartiendra à la Sénat de voir les suites à donner à cette affaire. Je voudrais avant toute chose me satisfaire du délibéré, de la décision de la Cour constitutionnelle qui a prouvé que nous sommes dans notre pays, le Bénin, dans un état de droit. Parce que la Cour a évité de rentrer dans des considérations politiques et a étudié, analysé et décidé strictement sur les faits et sur le droit, sur les différents textes existants. Maintenant, bien évidemment, nous sommes des hommes politiques en ce qui nous concerne et nous comprenons les enjeux, nous comprenons également l'importance de ne pas occulter le volet politique. Et nous avons déjà, depuis quelques jours au Parlement, entamé les discussions avec nos partenaires de l'opposition, nos partenaires de la minorité parlementaire, pour être beaucoup plus précis, au fin de trouver des solutions, des pistes pour que, disons, tous les partis politiques qui le souhaitent puissent participer aux prochaines élections. Donc ce soir, nous finissons un épisode, l'épisode du droit, l'épisode des recours, et demain, nous poursuivons l'épisode politique afin de consolider l'état de droit, mais également de consolider la démocratie dans notre pays. Voix de mémoire oblige, 13 mars 1999, 13 mars 2019, ça fait exactement 20 ans que Monseigneur Isidore de Souza a rejoint la Maison du Père Céleste, artisan de la paix. Il a présidé avec dextérité la conférence nationale des forces vives de la nation. Monseigneur de Souza est une figure qui s'est révélée de diverses manières au peuple béninois. 20 ans après sa mort, ses œuvres parlent encore en son nom. Eden TV s'est souvenu de ce prélat appelé Père de la démocratie au Bénin. On sait en titre, la dépouille mortelle de Stan Toron, roi du Tcheng System, a été accueillie à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou dans la soirée de ce mardi 12 mars 2019 en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, des membres de sa famille, des acteurs culturels et ses fans. Rappelons que Stan Toron est décédé le mardi 26 février à Paris, en France. Reportage Carnot François Rongbédérin Romaric de Vauchy. Arroi Mankizo, l'une des mélodies composées par Stan Toron des années en arrière, en guise de mot de bienvenue à l'endroit de ceux qui répondent présents à une invitation dans n'importe quelle situation, avait toute son importance ce mardi 12 mars à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, en présence d'autorités gouvernementales, acteurs culturels, fan club et la presse. La bienvenue a été souhaitée à la dépouille mortelle du roi du Tcheng System. Un accueil dû à son rang et à sa notoriété artistique. Dans cette ambiance de forte émotion, l'on pouvait lire sur certains visages de la tristesse. Sa femme, candidate presque inconsolable, a fait preuve de courage par moments. Des affiches, t-shirts à l'effigie du roi étaient aussi remarquables autant que l'est le parcours artistique de l'illustre disparu.
Un parcours au cours duquel il a accompli une bonne partie de sa mission sur cette terre. Ouais, un parcours exemplaire. Il a été excellent dans le travail. Il a été très bon parolier. Il avait de très bons musiciens qui l'accompagnaient. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour donner de la bonne musique et laisser un patrimoine important à la postérité. On est des amis, on a partagé des scènes, on a fait des campagnes politiques ensemble. Stan, on garde de lui toujours son franc-parler. On garde de lui le militant. N'oubliez pas que Stan a été un chanteur qui est toujours du côté du peuple, qui chante pour le peuple. Je garde de Stan un créateur, un bon créateur. Et je pense que dans l'histoire musicale de notre pays, très peu d'artistes ont créé des rythmes, des danses. Stan a légalisé le tchenkoumé, il est devenu le tchenk. Je garde de Stan donc cela. Stan, c'est aussi une gestuelle. Stan, c'est un bon danseur. Ces jeux de jambes à la James Brown, qu'il a travaillé pendant longtemps, même si à un moment donné, les jambes le lâchaient déjà un peu. Après les formalités d'usage, la dépouille mortelle a été conduite à la morgue Procide à Kpakpa à Cotonou en attendant le 30 mars 2019, jour de son inhumation. Quelques acteurs culturels et personnalités présents sur les lieux nous ont livré leur impression. Je vous invite à les suivre au micro de nos reporters. Sentiment de tristesse, parce que Stan était quand même jeune, un très grand artiste de notre pays et je dirais du monde. Je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle. Mais c'est vrai que personne ne sait quand ça arrive. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et nous sommes obligés de nous plier à cette situation. C'est des sentiments de tristesse. C'est vraiment des sentiments de tristesse. C'est dommage. C'est vrai, 64 ans. Mais 64 ans, c'est peu. Toron a fait tellement de choses, le roi a fait tellement de choses qu'il mérite d'être honoré avant sa mort. Et malheureusement, quand l'heure vient, on n'y peut rien contre. C'est vraiment dommage. Un sentiment de dégoût parce que je ne comprends pas que Stan puisse partir en ce moment-ci. Je suis dans l'émotion, je suis dans le deuil. De par même le genre musical que je fais, Stan Toron est un modèle pour moi. Parce que c'est lui qui, le premier, a su moderniser le tchenkoumé. Donc il y a de quoi à ce que je sois présent. Il faut dire que le plus souvent, à des événements de gens, les gens se prêtent à beaucoup de commentaires et autres, mais j'estime qu'il n'est plus à présenter Stan Toron. Il n'est plus à présenter. On est tous tristes, mais c'est une réalité de l'espèce humaine. Venir à l'aéroport sur le tarmac pour récupérer la dépouille de Stan, vous pouvez comprendre comment mon cœur est lourd et serré. J'ai l'impression que c'est pas ici que ça devrait se passer. C'était pas du tout la chose, ça. Mais malheureusement, le destin décide autrement. Et non succombant à l'inexorable vérité que la tristesse nous suit et que Stan est réellement parti et qui nous revient autrement. Vous le savez, l'opposition béninoise a protesté ce lundi par une marche pacifique contre l'exclusion de leur parti des élections législatives au lendemain de cette marche qui a démarré au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou et qui a échoué à l'Étoile Rouge. Cano François Rungbederintor, Linda Kao et Fiakovo Itan ont recueilli à Cotonou les avis de quelques citoyens à ce propos. Suivez. Parce que moi je vais appeler ça la marche. Moi, je ne veux pas qualifier ça la marche parce que ça là, c'est un signe. C'est un signe que le peuple est en train de donner au régime en place. Donc, ce qui s'est passé hier, le président doit savoir que le peuple est mécontent. Et le peuple réclame les élections.
nous réclamons les élections. Parce que sans les élections, il n'y en aura pas la paix chez nous. Moi, je veux aller aux élections ou rien. Parce que l'élection au Bénin, c'est comme une fête. La marche d'hier, c'est un signe seulement pour avertir le président que si tu refuses ce que le peuple veut, ce qui peut arriver demain sera plus grand que ça. Nous sommes dans un état de droit. Et la démocratie ne peut que évoluer normalement avec la mouvance et l'opposition. On ne peut pas les empêcher de faire la marche. Mais ce que j'ai constaté est que si cette marche-là, d'hier-là, si on pouvait la laisser en attendant que le président de l'Assemblée nationale rencontre les partis d'opposition et la mouvance et qu'ensemble, le consensus réclamé soit retrouvé, ce serait meilleur. Donc, voilà ce que je pense de la marche d'hier. C'est de leur droit. On ne peut pas les empêcher de la faire, puisque c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, il y a l'opposant et le mouvancier. C'est très joli devant la population, parce que vraiment, si nous sommes dans le Bénin, et pourtant que ces deux partis politiques qui vont jouer le Bénin, ce n'est pas du tout la peine. Il faut que les opposants aussi vont à l'élection pour savoir s'ils ont échoué ou ils ont gagné. Comme je l'annonçais en titre, Cotonou abrite depuis ce 12 mars 2019 une réunion consultative sur l'appropriation et la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au Bénin. Il s'agit pour les participants d'œuvrer au renforcement des mesures nationales pour contrôler la prolifération illicite des armes. Frédéric Espoir Romambou et Romaïque Devochi pour les détails. Avec des experts venus entre autres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Commission de l'Union africaine et des Nations unies, cet atelier permettra d'évaluer les cadres nationaux qui sont chargés de garantir la pleine et totale mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au Bénin. Le cadre législatif, la sécurisation des ressources nécessaires et le développement des capacités humaines requises sont entre autres les pistes à explorer par les participants venus de plusieurs institutions du pays. Pour le représentant de la CEDEAO, même si le Bénin, pour l'heure, peut s'estimer heureux sur le plan de la circulation de ses armes, la proximité avec des pays tels que le Nigeria reste source de menaces. Le Bénin peut s'estimer heureux parce que l'impact de la circulation de ces armes est très limité au niveau du Bénin. Mais à contrario, au Libéria, au Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, la réalité est tout autre et cet impact est important. La vie quotidienne dans ces pays est très affectée. Le quotidien des gens est très affecté. Les gens ne peuvent pas travailler, sont très touchés. Les enfants ne vont pas aux écoles régulièrement. Et il y a un impact sécuritaire certain. Et cela a un effet très important à long terme sur le processus de développement. Peter Otim, représentant de l'Union africaine à cette réunion, revient ici sur le bien fondé du traité sur le commerce des armes légères. Le traité sur le commerce des armes et de petit calibre est un instrument des Nations Unies, c'est un instrument mondial qui a été adopté en 2013 et entré en vigueur en 2014. Il reflète l'engagement de la communauté internationale à contrôler l'achat et toutes les transactions inhérentes au commerce des armes légères et de petit calibre. La République du Bénin étant partie prenante de ce traité sur les armes légères et de petit calibre a sollicité l'Union africaine ainsi que la CEDEAO et l'UNREC pour mettre en place une feuille de route pour l'appropriation de ce traité. Pour l'Union africaine, c'est un honneur d'être associé à cette œuvre au vu du défi important que représente la circulation des armes de petit calibre à travers le continent. Les armes légères de petit calibre sont utilisées non seulement par des criminels, mais également par des rebelles, des terroristes et d'autres intervenants. Dès lors, il était nécessaire de contrôler la circulation de ces armes, non seulement dans le continent lui-même, mais également en amont, à savoir les pays qui produisent et qui commercialisent ces armes.
Pendant 72 heures, les participants à cet atelier auront droit au développement de plusieurs thèmes sur le sujet afin d'être aguerris pour mieux sécuriser le Bénin dans le cadre d'un développement harmonieux et surtout pacifique. D'un atelier à un autre, corriger les insuffisances dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Tel est l'objectif que vise l'atelier sur la gestion pragmatique de l'infection tuberculeuse latente et de la tuberculose pharmaco-résistante et les besoins en recherche opérationnelle et recherche-action. Cette assise qui durera 4 jours apportera des solutions idoines à la lutte contre la tuberculose. Compte rendu, Carole Olaye, Fojus Fiossi. Ces différents acteurs de lutte contre la tuberculose sont venus des 47 pays de la région Afrique de l'OMS. Ils s'attelleront du 11 au 14 mars prochain à trouver des stratégies à mettre en œuvre pour corriger les imperfections que contiennent la prise en charge programmatique de la tuberculose latente et celle pharmaco-résistante. Le taux de réussite mondial de la tuberculose n'a pas changé ces dernières années. Il existe alors encore des lacunes persistantes dans le diagnostic et le traitement de l'infection tuberculeuse latente. D'où l'organisation de ce présent atelier, dont les objectifs sont, comme il a été signalé, partager plus largement les nouvelles recommandations et les meilleures pratiques en matière de gestion programmatique de la tuberculose latente et de la tuberculose pharmaco-résistante, identifier les obstacles à une mise en œuvre efficace de ces directives. 1,7 milliard de personnes sont atteintes chaque année d'une infection tuberculeuse latente et 30 millions de personnes auront besoin d'un traitement adéquat d'ici 2022. Et par rapport à la tuberculose pharmaco-résistante, les statistiques font état de 600 000 nouveaux cas de cette affection, dont 90 000 dans la région Afrique de l'OMS chaque année. Des chiffres qui justifient le bien fondé non seulement des présentes assises, mais également des nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour une lutte efficace contre la tuberculose. Cet atelier vient donc à point nommé pour aider les pays à s'approprier les dites recommandations. Outre la tuberculose multirésistante, l'infection tuberculeuse latente constitue l'un des défis majeurs des années à venir pour la lutte contre la tuberculose. Ces dernières années, le régime de traitement de la tuberculose pharmaco-résistante a été considérablement allégé par l'adoption par l'Organisation mondiale de la santé du régime court de 9 mois. Et je suis particulièrement fier de rappeler que notre pays, le Bénin, a été l'un des pionniers dans la sous-région à expérimenter ce régime et à démontrer qu'il était au moins aussi efficace que les régimes longs. La présente rencontre vise donc l'éradication d'ici 2030 de la tuberculose dans le monde, mais plus particulièrement en Afrique, conformément aux exigences des objectifs de développement durable. Une dernière information avant de boucler cette édition. Le projet Appui aux communes et communautaires pour l'expansion des services sociaux, ACES, a été lancé ce lundi 11 mars 2019 à Toviclin pour le compte des bénéficiaires du département du Koufo. C'était en présence du préfet du Koufo, Christophe Megbéji, et du secrétaire exécutif du projet ACES, Germain Winro. Voici le compte rendu du lancement de ce projet avec Jonas Bouchi. En procédant au lancement du projet ACES, entendez appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux, le préfet du département du Koufo a exhorté les acteurs communaux et les responsables des services déconcentrés de l'État dans son département à accompagner les populations bénéficiaires dans l'exécution de ce projet de 22 milliards que la Banque mondiale a gracieusement offert au Bénin pour l'éducation, la santé, les réseaux routiers et les infrastructures de marché. Avec le projet ACES, 360 communautés seront impactées et un accent sera mis sur des aspects sociaux, c'est-à-dire des filets sociaux. Comme vous le savez, avec le test des essais, on était allé seulement dans 12 communes du Bénin. Et aujourd'hui, avec le projet ACES, nous allons dans 16 communes et avec un nombre important de communautés.
Le projet ACES fait suite au projet PSDCC et sous sa nouvelle forme, 51 villages du département du Koufo seront impactés, à en croire Germain Ouéoro, secrétaire exécutif du projet ACES. Au plan national, nous avons 360 villages pour ce démarrage-là. Et pour le département du Koufo, on a 32 villages pour la composante qui s'occupe de la réalisation des infrastructures sociales de base dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des pistes rurales et des infrastructures marchandes. Maintenant, par rapport aux villages qui vont bénéficier des filets sociaux, il y en a 10 dans Plahoué et 9 dans Lalo, donc 19 villages. Le projet ACES sera exécuté en 4 ans avec des possibilités de financement additionnelles pour mieux impacter les communautés. C'est un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et surtout, restez scotchés d'EN TV. Bonne suite de nos programmes.